Bonjour groupe, épisode numéro 3 de notre série sur le design actif à la maison avec un bébé. Et on parle d'un sujet qui intrigue énormément de personnes, qui est la vie sans couche. Je mets des gros guillemets parce que c'est pas toujours sans couche, mais c'est une approche qui est appelée l'hygiène naturelle infantile. En anglais, c'est le Elimination Communication ou le Diaper Free. Ouais. Qui est probablement une des pratiques qu'on a qui a amené le plus de questions. Autant de notre entourage que sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Parce que ça semble tellement inusité, mais pour nous, ça fait vraiment beaucoup de sens. Ça va faire 11 mois maintenant. Ça fait 11 mois hier qu'on applique ça. On est super heureux de notre choix. C'est pas nécessairement facile. Puis aujourd'hui, on va parler de ça un peu, le bilan à ce jour de l'expérience. C'est vraiment juste un partage d'expérience. On l'a fait un dans le passé quand Marc-Aurèle était plus jeune. Je pense qu'on était rendu à 3 mois. Fait qu'on parlait de la naissance à 3 mois. Je vous invite à aller l'écouter pour cette petite portion-là. Puis je vous encourage vraiment à le faire parce que notre énergie change dans le temps aussi. Comme nouveaux parents, on en parlait. On était encore dedans là, dans l'intensité du 4e trimestre. C'est comme si la parentalité, tu peux jamais juste arrêter de le regarder en arrière. Fait que c'est tout le temps comme des updates. Puis on dirait que là, c'est ça qui se passe. Comme, en tout cas. Fait qu'on va juste brièvement raconter comment on est arrivé à cette pratique-là. Ouais. On y arrivait parce qu'on questionne les objets dans notre quotidien. Pour nous, notre vision du design actif, c'est pas de juste designer des tapis roulants plus performants, de designer des objets qu'on rajoute dans notre maison. C'est de repenser comment les maisons sont bâties, aménagées, qu'est-ce qui se trouve dans notre maison pour bouger différemment. Repenser nos habitats et nos habitudes pour intégrer du mouvement. Dans notre quotidien. Fait une de nos méga réalisations, c'est que souvent, si on enlève des objets, on rajoute du mouvement dans notre vie. Fait qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui arrive si on enlève la couche? En fait, c'est ça, j'avais vu l'image d'une tribu de chasseurs-cueilleurs où il y avait un enfant dans les bras de sa mère et il n'y avait pas de vêtements. C'était comme une tribu, c'était comme une petite corde qu'il y avait entre les fesses. Fait que je pense que ça cachait un petit pagne, puis il était fesses nues. Puis il y a eu un déclic dans ma tête où je me suis dit, mais comment ils font? Parce que les personnes sur les photos avaient l'air propres et saines et heureuses. C'était comme, j'ai fait, on vivait pas. Il n'y avait pas de tension comme est-ce que le bébé va faire pipi sur moi à n'importe quel moment. Fait que j'ai googlé des termes comme ça en anglais, je pense plus, genre without diapers, babies without diapers. Puis là, je suis tombée sur un livre qui s'appelait Diaper Free sur l'hygiène naturelle infantile. Après, j'ai trouvé des filles géniales, autant au Québec qu'en France, qui en parlent, qu'on a reçues au podcast pour se préparer. Donc, Ariane Blais-Lacombe, qui a le petit pot plus tôt, et aussi Rokia Ossen, qui est psychomotricienne, qui a écrit un livre sur le sujet, qui s'appelle Hygiène naturelle infantile. C'est comme la Bible. Assez clair. Fait que ça a été comme un peu le cheminement, la préparation qu'on a faite. C'est comme ça qu'on est tombé là-dessus, puis en s'informant, ça faisait encore plus de sens. Oui, bien, ce qui a résonné assez tôt avec nous, justement, dans cette perception-là, on essaie d'intégrer constamment du mouvement dans notre quotidien, c'est quoi l'impact d'une couche, en fait, sur la motricité d'un bébé, puis comment on peut l'aider à avoir ça dans les jambes le moins longtemps possible. Il y avait une approche très mouvement, initialement. Puis je pense que ce qui se rajoutait aussi comme bénéfice comme perçu, c'était le livre que j'avais lu de la dame, je pense que c'est Ingrid Bauer, son nom. Elle mettait beaucoup de l'avant le lien d'attachement puis la communication par enfant. La communication. La communication. Même Rokia en parle beaucoup de ça. Exactement. Fait qu'on était comme dans un ensemble, un petit écosystème de pratiques qui peut être appelé la parentalité proximale. J'ai comme découvert un peu le terme en m'intéressant justement à plein de pratiques qui sont comme reliées les unes aux autres dans cette croyance-là qu'on peut comme soutenir notre enfant, être en en vie étroite avec cet enfant-là, comme par le portage de poids. Parce qu'en symbiose là, avec notre bébé. Puis que c'est bénéfique en fait. Fait qu'on voyait vraiment comme le HNI comme une façon d'adresser une portion de mouvement, de propreté, mais aussi de comment on est lié à notre enfant. Puis il y a eu d'autres impacts aussi qu'on va parler. Oui, en fait, dans les bienfaits comme attendus, on se disait aussi que nous, on visait aussi le bien-être du bébé en disant
comme adulte, Ah, on ça, va là. c'est touché. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, on va là. Comme adulte, moi, je vis pas beaucoup dans, j'allais dire dans le moment présent. Je me projette beaucoup dans le futur, puis des fois, je prends des décisions maintenant en me disant, pour plus tard, qu'est-ce que je vise. Puis comme personne âgée, j'ai eu cette vision-là de ma grand-mère qui dépérissait dans un CHSLD, puis que, comme, cette vie-là, je la souhaite à personne, puis des choses qui nous ferait sentir vraiment vulnérables comme adultes, c'est de porter des couches de manière permanente puis d'avoir besoin de quelqu'un d'autre constamment pour nous amener à la toilette. T'sais. Puis, comme, je me disais, qu'est-ce qui fait que collectivement, on juge que c'est difficile de faire vivre ça à nos aînés, mais que c'est accepté pour des enfants. Puis ça, je sais que c'est la parentalité puis le soin des enfants, c'est un terrain miné parce que surtout que la couche, comme, c'est tellement conventionnel que juste à questionner pour certaines personnes, ça peut être vraiment déstabilisant. Les grosses questions en ce moment, c'est jetable ou réutilisable. Réutilisable. Le débat. Ouais, c'est pas vraiment ça. un débat, mais les discussions sont plus là. Ouais. Mais de dire, est-ce qu'on a besoin de la couche? de la couche? Du moins pour 2, 3 ans, les premières années de vie d'un bébé. Fait qu'une de mes réflexions très personnelles, c'était de dire, comme personne âgée, je veux pas finir dans une condition où je suis pas capable d'aller seule à la toilette puis de passer des grands moments de ma journée dans mes excréments. Tu sais, puis, fait il y a vraiment comme une réflexion qui est venue de dire, bien, qu'est-ce qui fait que je juge que c'est acceptable de faire vivre ça à un enfant? Puis, je pense qu'une des réponses, c'est qu'en fait, c'est que collectivement, on est tellement pas apte à s'imaginer une vie sans couche. Puis, en fait, elle va absolument pas changer du jour au lendemain. Fait que les enfants vont avoir des couches pendant longtemps par exemple, pour l'envoi à la garderie. Ben même, je veux dire, la façon dont nos habitats sont faits, je pense que ça serait impossible d'être 0 couche. Exact. Mais, ouais, c'est ça. Puis, c'est vraiment... je me sens pas vulnérable aujourd'hui, mais Elisabeth Dufresne d'Éducation Autrement a partagé, je pense hier ou aujourd'hui, son épisode sur la dignité des bébés. Je vous invite à regarder ce qu'elle fait. Ça m'a vraiment touchée. Elle a comme mis le mot sur comme quelque chose qui était important pour moi, c'est de dire... Elle parle de l'importance de parler aux enfants puis de s'occuper des enfants en les considérant comme des personnes. Des pères, en fait. Oui, des pères, d'égal à égal. D'égal à égal. Je trouve ça intéressant que là, elle applique ça aussi dans cette réflexion-là à la dignité d'un bébé, tu sais, puis de dire, est-ce que l'enfant, le bébé vit par rapport à son hygiène, sa propreté, c'est dans la dignité. C'est vraiment un sujet délicat, puis le dire, moi, ça me challenge beaucoup, mais comme moi, j'aspirais à ce que mon enfant puisse bouger librement sans couche, avoir l'entrejambe fraîche et sec. Je sais pas comment dire, mais puis là où j'avais espoir, puis je me disais, c'est correct, on peut parler de ça parce qu'il y a absolument une solution, puis c'est le HNI, puis la société ne va pas changer du jour au lendemain, mais si individuellement, on fait des petits gestes vers cette direction-là, éventuellement, on peut changer la perspective que c'est possible de vivre sans couche. Tu sais. Puis le geste le plus puissant, parce qu'on est loin de ça en ce moment, puis le geste le plus puissant que vous pouvez faire, c'est peut-être de l'essayer. Tu sais. Parce que tu sais, nous, on le remarque dans notre réseau, ben on est devenus les seuls, en fait, qui ont adopté cette pratique-là, qui ont vécu les bénéfices, qui ont vécu les enjeux. Puis là, ça amène la pratique, ça sème la pratique partout dans notre réseau, en fait. Parce dans que les gens sont l'imaginaire. dans l'imaginaire, de dire, ben, parce qu'on le remarque, c'était souvent juste pas une possibilité, en fait. Ouais. Fait que là, elle existe dans la tête de plein de gens. Fait que là, si vous pouvez faire ça, vous aussi, de semer cette possibilité-là dans la tête des gens. Oui, puis parce que, comment dire, il faut vraiment distinguer, c'est des pratiques qui sont jugées alternatives, comme l'hygiène naturelle infantile. En fait, c'est une pratique ancestrale. L'humain a toujours fait ça avant l'apparition des couches industrielles. C'est une pratique ancestrale qu'on a oubliée, puis il faut le réapprendre. Puis le réapprendre est possible au niveau individuel, puis éventuellement, peut-être que la norme sociale va changer. Mais c'est pas parce que la pratique est difficile à implanter
dès maintenant, partout, dans toute la société, qu'il faut renoncer à l'essayer ou au moins s'intéresser à cette chose-là. Fait que, c'est ça. Puis, je pense aussi que une des choses, je pense, pour mettre en valeur le HNI, c'est aussi de faire mettre en lumière le coût de ce que j'appelle maintenant le coût de l'inaction. C'est de dire, je pense que quand on parle d'HNI, l'idée de se passer d'accompagner l'enfant à la propreté dès la naissance. Est vu comme un effort supplémentaire, en fait. Puis, en fait, c'est vrai que comme nouveaux parents, sans vie de clan, on est tellement déstabilisés puis épuisés qu'on ne peut pas tout faire. Puis j'ai eu des discussions avec d'autres mères qui m'ont dit, mettons, oui, la chenille, je l'ai appliquée, puis c'était trop, genre, j'ai pas été capable. Ou, mettons, ça marchait jusqu'à la garderie. Puis je comprends la complexité du contexte social. Mais si on analyse comme l'homo sapiens, maintenant de manière un peu plus large, de ce que j'ai compris, comme c'est ça, fait que la chenille, c'est vu comme juste des efforts de plus. Mais c'est des efforts de plus en ce moment parce qu'on on l'a pas observé avant. On l'observe presque complètement oublié. Oui, c'est ça, presque complètement oublié. Fait qu'il faut le réapprendre, c'est ça qui est difficile. C'est aussi le fait que ça va à contre-courant de ce qui se fait en ce moment, c'est ça qui est difficile. Puis ça fait que sur le coup, c'est un investissement en temps et en effort, ça c'est définitif. Mais je pense que ce qui nous inspirait à continuer, c'est qu'on se disait, après ces efforts-là initiaux, il y a des efforts qu'on va s'éviter de faire, c'est-à-dire, avec la HNI, c'est que, je pense que c'est Ariane Blais-Lacombe qui en parlait, c'est qu'avant, un enfant était propre à peu près vers 1 an et demi. Je pense qu'elle a un schéma à l'appui. Avant, est-ce que tu sais c'est à quelle période? À quelle époque? Bien, c'est avant l'arrivée de la couche. Je ne sais pas, l'échantillonnage était fait, mettons, la propreté, maintenant, ça prend 3 ans en moyenne avant qu'un enfant soit jugé propre. Fait que je me disais, là, je faisais le calcul de dire, est-ce que on se rajoute 1 an et demi de couche, en fait? Parce que ce qui arrive, c'est que dans les premiers mois, dans les premières années, l'enfant désapprend à faire ses besoins naturellement. Fait qu'il faut lui réapprendre. Fait que, en tout cas, c'est là qu'on rentre dans c'est quoi le... en tout cas, fait que je me disais, c'est un effort en ce moment, mais si j'investis pas ce temps-là, bien, je vais quand même devoir rajouter des efforts. Il va falloir le faire plus tard. Ça va peut-être être plus difficile, en fait. Oui. Plus on attend pour le faire. Oui. En tout cas, l'épisode prend une tournure que je ne m'attendais pas, mais tu sais, mon autre point, c'est de dire dans notre préparation, une des méga réalisations qu'on a eues, puis je suis vraiment reconnaissante. La première fois que j'ai entendu, c'était Ariane Blais-Lacombe quand elle disait les bébés ont un instinct de propreté. L'enfant ne veut pas faire ses besoins sur lui-même ou sur la personne qui en prend soin. Fait qu'il va émettre des signaux. Il va, à sa façon, là, parce que selon l'âge, les signaux deviennent de plus en plus élaborés. Là, à un âge, l'enfant peut faire des signes. Mettons, on peut même y apprendre le langage des signes, mais quand il est enfant naissant, les signes sont juste plus subtils, mais il y en a. Il y en a. Il ne veut pas se souiller. Il ne veut pas souiller l'adulte. Le fait que quand on ouvre une couche et que l'enfant fait pipi ou caca à ce moment-là, Ariane, elle m'expliquait que c'est justement le signe que l'enfant essayait de se retenir jusqu'à ce qu'il soit libéré de sa couche pour faire ses besoins. Que c'est pas juste une coïncidence, ça arrive trop souvent. Puis, fait que je me disais, OK, je vais m'ancrer dans cette croyance-là, que les enfants ont un instinct de propreté, puis que mon enfant aspire à être propre, puis qu'il va me le témoigner, puis que nous, comme parents, c'est d'apprendre ce langage-là le plus tôt possible. Et de amener l'enfant, mettons, c'est ça l'affaire, hein, c'est que le bébé, quand il émet un signe, c'est pas qu'il est en train de faire pipi ou caca souvent, c'est un avertissement que ça s'en vient, puis qu'il a besoin d'être soutenu, d'être déplacé. Fait que ça, c'était comme un peu notre... je pense que ça nous a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Ça nous a guidés dans nos apprentissages. Comme... on s'ancrait là-dedans, oui, parce que c'est tellement pas une pratique... On ne connaît personne qui l'a fait. On connaît absolument personne. Fait qu'il fallait s'ancrer dans quelque chose. Oui. C'était ça. Puis, c'est ça. Fait que ça, on se basait là-dessus. Fait que les premiers 6 mois, ça a été très chaotique. Je vous invite à écouter l'épisode. Marc-Aurèle avait des couches. On a essayé toutes les sortes de couches, en fait. Parce qu'on en avait à la maison dans notre kit de départ. On avait des piquets imperméables, des couches.
en tout genre, fait que, en tissu, des carrés de coton qu'on attachait avec des épingles, des affaires comme ça. Puis, on a tranquillement, pas vite, appris ces signaux. Puis, tranquillement, pas vite, on a pu mettre la couche de moins en moins souvent parce que comme on comprenait le signal puis on amenait l'enfant sur le pot. Il y a une dynamique qui s'est créée où ce que Marc-Aurèle sentait qu'il était accompagné là-dedans. Ouais. Puis nous, on se sentait apte à l'aider. Puis là, c'est devenu un cercle vertueux, en fait. Comme de la confiance, en fait. Ouais. Que nous, on se sentait confiant de le porter, pas de couche. Puis lui, il se sentait confiant qu'il pouvait nous communiquer son envie. Oui. Puis, il y a eu un moment, il y a toujours des vagues d'enthousiasme et des creux. Un des creux, je me rappelle, c'est que je pense que c'est vers 2 mois que j'étais juste épuisée la nuit, d'être toujours un peu en état d'alerte de est-ce qu'il fait pipi. Fait que j'ai dit à Vince, on remet la couche la nuit. Fait que pendant, comme je pense, 2 autres mois, il y a eu la couche. Puis vers Noël, on lui a enlevé. Après le temps des fêtes, on lui a enlevé à nouveau. Puis je sais pas si c'est commun chez les parents qui font de la chenille, mais nous, il a plus fait pipi la nuit vraiment. C'est arrivé la semaine passée, mais c'était pas arrivé en 3 mois, je pense. Ça faisait des mois qu'il n'avait pas fait, puis il était comme chigneux. Je pense qu'il perçait dedans. Il perçait dedans, puis on pense que ça l'a fait un petit pipi au lit à cause de ça. Fait que, ça a été un peu ça les premiers 6 mois. Mais c'était comme ce qui est fascinant, puis je suis sûr qu'on voulait en parler de toute façon, mais c'est que dès la naissance, en fait, on a remarqué, on s'est mis à attraper. C'est le langage qui est un peu utilisé dans le monde du diaper free et tout, mais on s'est mis à attraper des pipis et des caca parce qu'on était capable, pas de tout, mais on était capable de voir certains signaux de Marc-Aurèle qui nous avisaient qu'il y avait envie. Ouais. On l'a vécu même à l'hôpital. Oui, en fait. Puis, c'est ça, si vous lisez davantage sur le sujet, les signaux, ça peut être, c'est ça, physique ou verbal, mais on peut aussi les combiner à des moments clés dans la journée. Par exemple, considérant que l'enfant ne veut pas nécessairement faire pipi sur nous ou caca, souvent un moment propice pour l'emmener sur le petit pot, ça va être quand, on a fait du portage pendant un certain temps, puis là, on le décolle de nous, puis on l'amène sur le petit pot. Ouais. Même chose où quand on lui enlève des vêtements, comme tu parlais pour la couche tantôt, on a remarqué que ça pouvait amener un pipi assez rapidement. Comme cette espèce de changement sensoriel-là donnait comme un signal au bébé que, OK, ben là, j'ai plus de linge, je suis plus proche. Il sentait comme moins la chaleur des choses. Fait que là, on dirait, OK, ben là, je peux faire pipi. Je suis pas collé sur un humain ou je suis pas... fait que là, je peux y aller, tu sais. Fait qu'il y avait le portage, on enlève. Il y avait ça quand on déshabille. Puis il y avait aussi... Y avait-tu un autre? Après avoir mangé. Manger, ouais. C'était Ariane qui disait, elle avait fait un post là-dessus, genre, est-ce que c'est vrai que le nœud pousse le vieux? Puis elle disait oui. Oui, la réponse c'est oui. À ce jour, nous, c'est encore un gros truc. Après un repas, souvent, c'est là que le caca sort. Mais c'est ça. Fait que les 6 premiers mois, c'est un peu chaotique. Il y a un épisode là-dessus. Mais après ça, de 6 à 11 mois, fait qu'à partir de 6 mois, la nuit, il faisait plus vraiment pipi au lit. Même 4 mois, je dirais. Assez tôt, les pipi au lit ont disparu. C'était moins fréquent. Mais pas disparu. Pas complètement disparu, mais c'était moins fréquent. C'était vraiment moins fréquent. Maintenant, je suis même plus stressée la nuit. Comme l'autre jour, il avait fait pipi, puis c'est ça, il a été turbulent toute la nuit. Il a eu sa 2e dent. J'ai fait, OK, il allait peut-être pas bien finalement. Puis j'ai fait, tiens donc, tu sais, puis c'était pas grave, on a lavé les couvertes. Je m'attends plus à ce qu'il fasse pipi la nuit. Tandis qu'avant, t'es juste tout le temps, tu te le demandes tout le temps, tu sais. Mais, fait que de 6 à 11 mois, ça a été vraiment de créer des routines de plus en plus stables dans le quotidien par rapport au HNI. D'honorer un peu le quotidien, là, de voir le quotidien comme une suite de routines, puis de voir que le bébé sentait cette routine-là, puis ces rituels-là, puis d'intégrer la HNI là-dedans, ça faisait en sorte que c'était vraiment plus facile, tu sais. De comme, si on prend une marche tout le temps au même moment dans la journée, puis qu'on l'enlève après, là, il va y avoir un pipi. C'était presque magique. Là. Fait que des exemples concrets, c'est de dire, OK, fait qu'après ça, on part du matin au soir, c'est-à-dire, on se levait le matin maintenant, tu mettais Marc-Aurèle sur le pot, puis maintenant, c'est systématique, il fait pipi. Oui, première chose qu'il fait. Des fois, il dort nu là, quand il fait chaud, puis on le met sur le petit pot, puis il fait son affaire. Il fait pipi. Avant qu'on amène la bouffe solide, il faisait aussi un caca par jour, le matin. Souvent en même temps, Oui, souvent en même temps. Puis s'il le faisait pas, on était comme, il était constipé. Tu sais, c'était comme tellement régulier que des fois, on sentait que sa digestion était chamboulée. Puis je pense que c'est ça qu'on a aimé, ce qu'on aime encore du HNI, c'est que
ça nous donne comme une compréhension fine des besoins de l'enfant. De dire, OK, il y a ça. Ouais, quand on parle de parentalité proximale, de proximité, là, ça, c'est vraiment... proximal. C'est très, très proximal, là. Puis là, après, fait que c'est ça, avant, c'était le matin, son caca. Puis là, quand on a amené la bouffe solide, là, sa digestion était différente. Puis là, il est fait à différents moments de la journée. Fait que ça, il n'y a pas encore de constance parce qu'on est encore, tu sais, j'allaite encore. Puis. Ben, il y a plein de variables, là. Il y a plein de variables. La quantité d'allaitement qu'il y a eu, ce qu'il mange, quand on mange le repas, s'il est à la maison ou pas à la maison. Moi, je trouve qu'il y a une différence. Quand il est ailleurs, des fois, le caca peut prendre plus de temps avant de se pointer le bout du nez. Ouais, du même. Ben, comme tout le monde. Je crois qu'on n'est pas à la maison, mais ça fait une différence. Ben, ça marque le sens aussi. Mais c'est vrai, parce que c'est vraiment toi qui as l'idée, cette pratique-là dans le couple. Tu sais, c'était un peu comme... L'allaitement avait été tellement challengeant pour moi au début, on dirait que... J'ai pris la balle de... Ouais, tu t'es dit, OK, En fait, c'est ça, j'ai eu une césarienne, puis j'ai eu une hyperlactation, c'est-à-dire un engorgement vraiment sévère où j'étais presque plus fonctionnelle, puis j'étais pas capable de prendre mon bébé. Fait que, genre, fallait que Vince m'aide à me relever du lit dans les premières semaines. Fait que c'était comme pris la balle sur la chenille, puis ça a comme resté toi qui lead avec ça, puis qui est comme, je pense que là, il faut l'amener aux toilettes, puis là, t'es vraiment bon là-dedans. Ben, j'ai tellement de pratiques qui est plus culturelle, comme on dit depuis tantôt, que je pense que déjà d'être deux parents, puis plus il va y avoir de monde qui vont être capables de le faire, plus ça va être facile. Là, ce qui est tough, c'est que c'est sûr, par bout, je me sentais vraiment tout seul. Ouais. Puis il y a même comme on a discuté à l'épisode précédent, ben, il y a la croyance que peut-être t'essayes trop. Oui. T'essayes trop. Que tu es fatigué parce que tu essaies de faire quelque chose qui est compliqué ou qui vaut pas la peine. Tu te fais du mal. C'est un peu ça. Fait que dans les défis, c'était... Oui, c'est ça. Dans les défis, il y a ça. Si les gens perçoivent pas les bénéfices puis voient juste les efforts que tu fais puis la fatigue que ça entraîne, ils vont conclure que le jeu en vaut pas la chandelle. Puis c'était discutable dans les premiers mois. Tu sais, comme... oui. Habituellement, le bébé, ben, on le laisse dans son affaire, puis il fait ses trucs, puis on le change une fois de temps en temps, tandis que nous, on essaie vraiment d'être attentifs, puis de comprendre quand il y avait besoin de la toilette, de l'accompagner, de l'amener au petit pot, puis c'est dur d'être nouveau parent. Ben là, c'était perçu comme, OK, ben c'est vraiment plus dur avec votre méthode. Oui, parce que Vince, c'était souvent comme, je pense qu'il a envie. Puis là, il l'amenait, puis c'était comme, non, il n'a pas fait. Des fois, oui, des fois, non. Des fois, oui, des fois, non. Ça faisait sourire quand c'était oui. Tu sais, quand tu reviens de la toilette, puis ben, il a fait un pipi dans la toilette. C'était comme, un bébé de 2-3 mois, puis là, les gens sont comme, oh, OK, ça... Mais il y a de quoi qui fonctionne, mais tu sais, au début, c'était plus discutable, c'est sûr. Ouais, parce que même moi, je veux dire, nous, on partait de rien. Tu sais, on avait lu des livres, mais c'est pas la même chose que d'avoir quelqu'un qui l'a fait, qui te montre comment le faire. Tu sais. Mais après 6 mois, à ce jour, en ce moment, je crois que là, c'est là qu'on récolte un peu ce qui a été semé. Ouais. Oui, parce que là, mettons, t'amènes son petit pot, puis comme il fait devant les gens, là, les gens le voient, tu sais. Puis c'est sûr qu'il y a encore des défis dans le sens où, tu sais, il y a des moments où, puis je pense que c'est ça qui peut être difficile avec le HNI pour certains parents, c'est que ça va arriver des moments où on va mettre Marc-Aurèle sur le pot, puis il chigne, puis il n'a pas envie d'être là. Puis des fois, comme, on le sait pas si c'est parce que, c'est vraiment des fois, c'est parce qu'il est constipé, puis Vince, t'es patient, puis tu le réconfortes ou tu le divertis avec un livre, puis il faut qu'il force, genre, puis ça finit par sortir, puis ça se vide, tu sais. Mais il y a des fois où, fait que des fois, il faut être patient puis le laisser juste un petit peu plus parce que, mais c'est là qu'il faut avoir une compréhension intime comme être vraiment sensible au bébé. Il y a une différence entre Marc-Aurèle qui force parce qu'il pousse versus genre qu'il veut juste pas être là puis il est comme allez-moi de là. Puis je pense que c'est vraiment tough comme parent de se dire est-ce que je suis en train de forcer mon enfant à faire quelque chose qu'il veut pas faire. Parce que je pense qu'Ariane puis même Rokia mettaient de l'avant comme Rokia, il faut qu'elle de par sa profession, elle a comme tout le vocabulaire et les exemples pour dire c'est pas de la coercion. Ça peut être fait c'est un accompagnement qui est fait avec bienveillance. On n'est pas en train d'oppresser l'enfant puis de l'obliger à se retenir ou à rentrer dans notre cadre de vie puis de faire pipi à tel moment quand nous non, on non, veut. vraiment pas, c'est pas comme, ça. Puis il faut que Rokia, mettons, elle l'informait que l'enfant il est apte
à contrôler son sphincter, c'est ça le mot? Probablement, j'ai cru un peu. Mais parce qu'il y a un peu cette croyance-là, d'où l'usage massif de la couche, que l'enfant... C'est comme un robinet ouvert. Là, c'est complètement incontrôlé et que ça va être la débandade s'il n'y a pas de couche. Mais notre expérience, c'est que c'est pas le cas. Fait que dans l'enfant qui a un instinct de propreté, dans les 6 à 11 mois, on dirait que là où on l'a réalisé comme une coche de plus, c'est que maintenant, quand il y a des... Quand je le dis, même pas qu'il s'échappe, quand il fait ses besoins, c'est ça. Maintenant, pendant un bout de temps, en fait, c'est vrai, une période qu'on a oublié de dire, c'est que pendant un bout de temps, on lui mettait une couche maintenant quand on allait chez d'autres personnes. Oui, quand on allait en visite, quand il se faisait garder, quand on n'était pas là. Il y a des photos que vous allez voir, Marc-Aurèle a une couche. Oh, ouais. Puis là, où il y a eu une phase de transition le fun, parce qu'on allait eu avec mes parents, c'est qu'on n'a jamais demandé à mes parents d'appliquer cette pratique-là. On leur demandait pas d'amener Marc-Aurèle sur le pot. On avait des couches d'extra, puis c'était bien correct. Puis ce qui a été le fun, c'est qu'une fois, mon père est venu garder ici, puis je suis revenue, puis Marc-Aurèle n'avait pas de couche en dessous de ses pantalons. Puis j'ai fait « Ah, il n'y a pas de couche? » Il dit « Ah non, je l'ai amené sur le pot, puis ça a marché, fait que j'ai pas remis sa couche. » Puis j'étais comme « Ah, c'est le fun, ça. Ouais. J'ai pas demandé, il l'a appris. La fois d'après, le mini progrès qu'il y a eu, c'est que je pense que nous, on quittait. Fait que tu avais dit à ma mère, dans 1 heure. On était chez tes parents. Ouais. Puis là, on quittait. Puis là, tu as dit, si tu l'amènes sur la toilette. Dans 1 heure, c'était le matin. Puis je sais qu'il va se lever faire un pipi. Une demi-heure, 1 heure plus tard, il va faire un autre pipi. Puis souvent, 1-2 heures plus tard, il va faire un autre pipi. Le matin, il fait plein de pipi. pipi. Ouais. Fait que, elle a amené sa toilette, puis ça a marché. Fait que là, c'était comme, ah, OK, c'est le fun. Elle a comme vu ça. Puis, on en a-tu parlé à l'épisode, ça? On dirait que je me rappelle plus où j'ai raconté cette histoire-là. Peut-être que ça fait 2 fois que vous l'entendez, mais l'autre chose qui est arrivée, c'est que une journée, ma mère nous a dit, fait qu'elle a fait 3 pipis, puis un caca. Puis là, j'ai demandé dans sa couche, puis elle était presque insultée. Elle était comme, non, c'est le pot. Ben, j'ai mis. Parce que mon attente, c'était pas qu'elle l'amène sur le pot, genre. Ouais. Fait qu'elle en venait même contente, genre fière d'avoir dit que non, c'est le pot, tu sais. Puis là, vers cet âge, ça, c'est entre 9 et 10 mois, à peu près, tu sais. Fait que je pense que c'est comme il y a eu une progression graduelle de dire, une de nos craintes, je pense, c'était, ça va-tu marcher juste avec nous? Ouais. Puis qu'on va être constamment les gardiens de cet enfant. Est-ce que pendant 3 ans, il va falloir, nous, personnellement, l'accompagner? L'accompagner. Ouais. Fait que je pense que de savoir qu'un autre adulte, tu sais, que Marc-Aurèle connaît, un autre adulte de son environnement peut l'accompagner là-dedans, c'était vraiment touchant. C'est vraiment une belle Ouais. Puis c'est là qu'on change beaucoup les perspectives des gens aussi, je pense. Là. Comme c'est plus juste une idée ou une hypothèse, là, ça devient quelque chose de réel. Là. Ça, je veux dire, ton père l'a fait, ta mère l'a fait, pouf, pipi, il l'enlève, puis c'est fini. Oui. C'est là aussi que, tu sais, la notion pour moi qui est rentrée dans ma vie là, la semaine passée, du coup de l'inaction, de dire, si je présente la chenille, c'est ça, si on voit juste les efforts que ça requiert à l'appliquer, mais que moi, il y a une partie de moi qui se dit, ouais, mais à long terme, il y a des efforts de plus, comment je peux le mettre en valeur? Mais tu sais, dans la liste des choses que je réalise qu'on s'évite, c'est ça que les bénéfices, c'est aussi d'éviter des désagréments, ben c'est comme Marc-Aurèle, sa peau est impeccable. Il n'y a pas... Pas d'irritation, il n'y a de pas rougeur. d'humidité constante, en fait, là, dans cette région-là. Fait que juste là, on s'évite la gestion des problèmes de peau. On s'évite financièrement l'achat de crème, de poudre, de choses. Puis je pense que vu que les bébés, dans les films, dans l'imaginaire collectif, ont tout le temps des couches, ben c'est comme aussi accepter, c'est comme normal aussi qu'on se dit être un bébé, c'est aussi avoir des problèmes de fesses, genre, puis de peau reliés à ça. Mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est que la chenille démontre que non, c'est la couche qui crée cette problématique-là. Puis les technologies, un autre truc qu'on réalise, c'est que ça peut créer des cercles vicieux, que il y a toujours un trade-off à une technologie. La couche permet une certaine paix d'esprit dans certaines situations, dans le contexte social dans lequel on est, mais il n'y a aucune technologie qui amène juste des bénéfices. Il y a toujours un trade-off. Puis un des trade-offs à la couche, c'est justement cet enchaînement-là de problématiques mettons, par rapport à la peau de l'enfant qui entraîne l'achat de d'autres affaires. Puis que, tu sais, je veux dire, si on doit prendre un rendez-vous chez le médecin parce que, mettons, un problème de peau qui s'aggrave, à mes yeux, c'est plus d'efforts que d'investir initialement pour pas que l'enfant porte de couche. Tu sais, c'est là aussi, c'est de voir... C'est hyper complexe. C'est de voir une pratique
pour juger des bénéfices réels, il faut le remettre sur un axe de temps qui est plus large qu'au jour le jour ou même dans les premiers mois. Puis un impact quand même important à considérer pour l'enfant aussi, c'est que j'ai pas encore creusé énormément, mais de dire si l'enfant a un instinct de propreté qui communique ce besoin-là, mais que ses signaux, son envie de communiquer est constamment ignoré ou bloqué, qu'est-ce qui arrive au niveau du développement émotionnel et au niveau du système nerveux de l'enfant? J'ai pas creusé, mais d'après moi, ça ne doit pas être anodin. Si l'apprentissage de la propreté s'étend d'1 an et demi dans les sociétés industrialisées qui utilisent les couches, je me dis, il doit quand même aussi avoir des impacts au niveau du développement comme même psychique de l'enfant. Si un enfant essaie de communiquer qui n'est pas bien, ouais. qui s'est ignoré, ouais. c'est quoi l'impact de ça long terme? T'sais? À long terme. C'est le genre de questions qui sont vraiment challengeantes parce que ça peut être difficile à mesurer. Ben oui. Mais ça m'intrigue. Au podcast, on va recevoir une invitée pour parler des réflexes primitifs. Ça, c'est un sujet qui sont quand même assez fascinants. De dire comme l'enfant, quand il naît, il y a des choses qu'il va faire spontanément qu'un adulte ne va pas lui apprendre. Un des bons exemples, en fait, moi, qui m'a marqué, c'est un enfant qui va essayer de ramper jusqu'au sein. Je dirais, ramper, c'est pas le bon terme, mais tu sais, comme qui va essayer d'accéder au sein dès la naissance. Un bébé naissant qui est déposé sur le ventre de sa mère va comme grouiller jusqu'au sein puis commencer à téter. Puis, je veux dire, on l'a vu, puis c'est connu comme principe. Donc, ça, c'est un réflexe qui est inné, en fait. Oui. L'agrippement, il y a des différents... Je les connais pas tous, en fait. Là, c'est ça, des fois, pour ça qu'on invite quelqu'un pour en parler. Pour en parler. Puis, je serais curieuse de comprendre dans l'univers des réflexes primitifs, est-ce que tous les réflexes ou les instincts par rapport à la propreté, à l'hygiène, sont inclus dans leur modèle conceptuel? Oui. Ben, une chose qui est discutée dans le livre de Rokia, c'est que si l'enfant apprend à ignorer ces signaux-là, il doit apprendre à les remarquer plus tard. C'est ça. Fait que plus on attend, plus ces signaux-là sont ignorés, à un certain point, ça peut devenir quasiment inconscient. C'est que l'enfant va faire ses besoins de façon un peu inconsciente. Oui, c'est vrai. On parle de pipi au lit, on parle de plein de choses comme ça. Puis là, elle a dit que parce qu'elle accompagne des parents à plein de niveaux. On peut commencer à faire du HNI à 3 mois, à 1 an, pas obligé d'être à la naissance. Mais dans cet accompagnement-là, quand l'enfant est rendu plus vieux, ben, il faut lui faire comprendre c'est quoi avoir envie de pipi. Avant qu'il puisse nous communiquer qu'il a envie de pipi, il faut que lui puisse comprendre ce que son corps essaie de lui dire. Parce que ça a été ignoré tellement longtemps que c'est ça. Il faut réapprendre ça, ce qui est particulier. Ce qui est vraiment particulier. Juste de dire, par exemple, le port de la couche, sont rendues tellement absorbantes, c'est un bienfait parce que l'enfant reste dans moins d'humidité, mais ça fait qu'il ne connecte plus le geste de l'effet, de dire si je me fais pipi dessus, je suis mouillée, c'est désagréable ou c'est froid. Ou... Si la couche absorbe tout l'enfant ne connecte plus non plus un geste avec des effets. Encore là, la technologie est super pratique, mais il y a un revers de la médaille. Il y a un revers à cette technologie-là. Fait que, puis, si on revient à l'instinct de propreté de l'enfant, si on ancre notre compréhension dans l'instinct de propreté d'un enfant, là où on l'a observé là, réellement, c'est dernièrement, dans les moments où il va faire pipi ou caca, c'est excessivement rare que c'est sur nous. Je pense que la dernière fois que c'est arrivé, c'est que en se réveillant, au lieu de le mettre sur le pot, moi, je l'ai pris sur moi pour l'allaiter. Puis on dirait qu'il y avait comme une espèce de trop-plein, puis il me fait pipi dessus. Mais normalement, j'ai allaité coucher comme toute la nuit, puis même le matin, s'il y a une dernière tétée, des fois, je le fais coucher. Mais là, on dirait que le fait que je l'ai sorti des couvertes, que je le souvent, dès qu'il est à la verticale, le matin, il n'y a pas énormément de temps pour l'amener sur le petit pot. Fait que ça, c'est un des derniers trucs que je me rappelle, puis ça fait des mois. Dernièrement, parce que ça arrive encore qu'il fasse ça arrive. Il ne porte plus de couche, puis une des raisons qu'il ne porte plus de couche, c'est parce que j'aime beaucoup avoir l'information en temps réel. Fait que s'il fait pipi par terre, c'est désagréable, mais tu le sais exactement quand. Dans quel contexte? Dans quel contexte. Où? Puis moi, je pense que ça accélère notre apprentissage. Ah, vraiment? Oui, vraiment. Fait
Dans le sens où il y a des moments où il aurait peut-être fait pipi, je m'en serais pas rendu compte, mais plus tard, j'aurais réalisé que sa couche est mouillée, puis j'aurais fait, mais c'est quand que... Fait que moi, je trouve que à un certain moment donné, d'enlever la couche presque tout le temps, ça accélère l'apprentissage. Il y a ça, puis pour la motricité, moi, c'est quelque chose que j'aime mieux lui offrir une motricité libre tout le temps, avec un petit pipi, un accident de foie de temps en temps, que lui laisser une couche tout le temps. Tu sais, que l'inverse, dans le fond. Là. Pour l'aspect motricité, surtout que là, ça commence à le démanger de marcher, faire ses premiers pas, il est tout le temps en quatre pattes, puis on le remarque. Il n'y a pas de couche en ce moment, puis il fait des mouvements qui ne seraient pas possibles de faire avec une couche. T'sais. Mais quand il était plus petit, là, parce que là, il approche, c'est ça, il y a 11 mois depuis hier. Comment dire, le ratio bébé-couche est comme... change, il change dans le sens qu'il portait le même genre de couche avant, fait, mettons les couches en dessus. Fait qu'il y a vraiment un sweet spot où quand il apprenait à s'accroupir, à ramper un petit peu, que c'est comme si la couche était vraiment plus massive proportionnellement à son corps, ses capacités qu'en ce moment, mettons, tu sais. Mais en tout cas. Fait que ça, on le remarquait. On a remarqué, il y a un moment où quand il a commencé à squatter, qu'il se déplaçait mieux sans couche. Mais, Une chose, je ne sais pas si on voulait en parler, une chose qui est particulière, puis on va sûrement en reparler dans l'épisode de la série sur le cododo, c'est que, bon, il y a une espèce de débat sur est-ce que l'enfant doit dormir sur le dos ou sur le ventre. Puis, assez tôt... Maintenant, c'est sur le dos. Sur le dos, en ce moment, il n'y a plus de débat, mettons. Mais c'était comme les deux options. Puis on a remarqué assez tôt, parce que dès la naissance, bon, il y a des news qu'on n'a fait pas de couche avec Marc Aurèle, que lui, il dormait sur le côté, en fait. Puis qu'avoir une grosse couche massive pour un bébé naissant, c'est impossible d'être sur le côté, les jambes sont écartées. Tandis que lui, il était capable de coller complètement ses jambes puis être plus en position fétale, un peu. Oui, bien absolument. Il buvait le lait couché, puis il restait en petite boule. Puis moi, ça m'a marqué parce que c'est justement, OK, ben, il y a une espèce de... Il y a deux choix, mais en fait, non, il y en a un troisième aussi. Que si on sort du paradigme de la couche, ben là, on le voit tout de suite. C'est comme le bébé se couchait sur le côté automatiquement, puis on a fait genre, oh! Puis là, ça peut amener des questions sur les têtes plates, puis ces choses-là, mais tu sais... Moi, je me souviens que ça m'a marqué. Ben, le livre qui m'a marqué sur le sommeil partagé, c'est James McKenna. C'est une référence mondiale qui fait la promotion du sommeil par enfant. Je ne sais pas comment l'appeler. Et je voulais... c'est comme, tu sais, dans mon top là, de rockstar de mon univers, il y a James McKenna. Je vais lui dire James. Nos immenses idoles sont un peu weird. Non. C'est comme James, de côté. C'est comme, c'est ça. Sur le ventre ou de dos, mais de côté. Tu sais, de dire comme, what about on the side? Parce que dormir comme adulte de côté, c'est une des positions. C'est une position universelle. C'est une position universelle. Bref, mais c'est ça. Fait un des défis en ce moment, c'est... initialement, c'était beaucoup la solitude dans notre pratique. Le fait que c'était en ce moment, c'est à contre-courant. Fait qu'il y a un certain sentiment d'isolement. En ce moment, c'est plus de gérer la gêne quand le bébé fait pipi sur lui. Parce que je pense qu'il y a certaines personnes pour qui ça serait absolument inconcevable de vivre ça. Même moi, des fois, quand il fait pipi, ben je veux dire, ça arrive encore. Là. Fait qu'il n'y a pas de couche parce que je veux l'input immédiatement. J'arrête pas de dire l'instinct de propreté. C'est ça qu'on observe. Il fait rarement pipi, caca sur... Même caca, c'est presque arrivé jamais sur nous, mais il fait pipi presque jamais sur nous maintenant. Mais là où il le fait encore, chaque fois, il s'est volontairement éloigné. Parce que maintenant, il rampe. Fait qu'il peut volontairement s'éloigner à quatre pattes. Puis il va aller faire pipi. Il ne va pas juste le faire à côté de moi. Il va le faire dans un range où... son pipi ou son... Il ne peut pas nous atteindre quelqu'un d'autre. Tu sais, il joue avec son cousin, mettons, dans le salon chez mes parents. Il n'a jamais fait de pipi que ça l'a mouillé son cousin. Non. C'est quand même il n'a jamais mouillé un autre humain. Dans tous les accidents récents. Comme il n'a jamais été à proximité. Souvent plus dehors aussi. Plus dehors. Fait que ça arrive plus souvent. Là mais c'est pas un problème. Ça arrive une fois de temps en temps. En fait, normalement, on vivrait dehors. Fait que le fait qu'un bébé fasse pipi sur lui, entre guillemets, c'est pas vraiment sur lui parce que s'il fait chaud, ben, il n'y a pas de vêtements, il ne mouille pas rien. Mettons qu'il est tout nu en pagne, justement. Puis le pipi va dans le gazon. Mais là, on est confronté à... Les surfaces dures, lisses et imperméables. Fait que là, le pipi reste là. Le pipi reste là. Fait que là, la scène...
puis qui doit rendre les gens vraiment inconfortables, puis je le comprends, c'est de dire, OK, ben tout le monde écoute un film, puis là, je vais aller dans la salle de bain, chercher une guenille, éponger, laver le plancher, prendre mon petit bébé, lui laver les fesses, puis le rhabiller. Puis je pense que moi, je suis en amour avec le sol et les planchers, fait que j'essaie de me dire que la propreté, c'est important, puis c'est correct de nettoyer, c'est bon, mais je peux comprendre que certaines personnes, ça semble indigne de devoir s'accouper devant d'autres adultes pour nettoyer un plancher où notre bébé a fait ses besoins. Mais je vois la scène aussi où un enfant remplit sa couche, puis la scène d'un enfant couché sur un plancher ou sur une table à langer, puis qu'il faut changer sa couche, c'est la même. Moi, ça me semble plus simple, essuyer un pipi sur mon plancher, que de nettoyer une couche qui déborde de caca. Exact. Pour l'avoir vu, là, c'est moins d'effort. Pour établir le contexte, en ce moment, ça arrive, puis ça, depuis quasiment 2-3 mois, là, ça arrive qu'il y ait des accidents presque exclusivement pipi. Ça arrive quand ça fait longtemps qu'il n'est pas allé aux toilettes, quand il est loin de nous, fait que ça arrive jamais en portage, jamais pendant la nuit en cours de dos, comme ça arrive une fois quand il y a personne dedans. Ça arrive jamais quand on le porte en ce moment. C'est tout le temps quand il est tout seul, au sol, loin. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de pipi. Là, ça se peut. Ça arrive. Puis ça peut arriver plus souvent quand on est ailleurs parce qu'on y pense des fois moins au pipi ou comme on est moins dans notre routine. Fait que c'est moins réflexe. Mais c'est le contexte en moment dans lequel ça arrive plus souvent. Mais. Oui. Puis, mettons un autre exemple que ça fait partie des défis, c'est que j'étais allée prendre une marche avec une autre mère dans un parc, puis, tu sais, on avait chacun notre enfant. Fait qu'essayer d'avoir une discussion entre adultes en s'occupant de chacun notre enfant, c'est vraiment difficile, genre. Puis, veux pas, soit on coupe dans notre attention sur la discussion, soit on coupe dans notre attention sur notre enfant. C'est inévitable. Puis, justement, Marc Corel, on s'est arrêté au parc, puis il chignait, puis tu sais, t'étais pas là. D'habitude, c'est toi. On est deux aussi à percevoir les signaux, fait que ça l'aide. Fait que là, il chignait, puis je me disais, je me sens mal, là, tu sais, je sais pas. Tu sais, là, au parc, moi, ça me dérangeait pas. C'était dans un coin comme super tranquille. Fait que je me disais, je vais lui faire pipi dans le gazon, tu sais. Puis là, il n'a pas voulu. Fait que là, j'étais comme, mais ça se peut. Au parc, on a remarqué, on pensait que ça serait super facile, comme dans des espaces gazonnés en nature, mais on a réalisé la texture du gazon, l'enchante pas tant que ça. Tu sais, on passe pas suffisamment de temps en nature pour que ça soit un environnement, comment dire, sécuritaire ou confortable. On pourrait dire confortable pour lui. Tu sais, ça reste un endroit où on va souvent, mais pas tout. Tu sais, il est plus souvent sur des sols à l'intérieur que dans du gazon à l'extérieur. Fait que c'est un peu weird. Fait que souvent, ça fait en sorte qu'il va pas faire ses besoins en nature juste parce que c'est alien un peu comme environnement. T'sais. Fait que là, il n'a pas fait son pipi. Puis là, après ça, on s'est dit, OK, peut-être qu'il veut juste du mouvement. Fait que là, on retourne faire une marche. Puis là, il chigne. Puis là, je me dis, je pense que je vais retourner à la maison. Tu sais, je me sentais pas apte à prendre soin de lui. Tu sais, je me disais, je vais demander à Vin son aide. Peut-être qu'il... En tout cas, il voulait pas boire. Fait que je comprenais pas trop. Puis là, justement, on a fait un petit arrêt sur le bord de l'étang. Puis là, il s'est fait pipi dessus. Puis j'étais comme, fuck. Ah non, avant, c'est ça, il en avait fait un autre. Mais il s'était éloigné de nous. Puis il est allé jouer tout seul dans son coin. Comme il était à distance de vue, mettons. Puis là, je le vois qu'il est immobile puis tranquille. J'ai fait, je pense qu'il est en train de faire pipi. Fait que là, tu sais, puis c'est ça s'est reproduit après. Fait que j'ai fait, OK, il faisait juste me dire, j'ai envie. Puis j'ai juste pas donné comme le soin adéquat pour qu'il puisse le faire. Fait que après ça, je me suis dit, OK, dans cette scène-là, puis c'est sûr que c'est gênant avec une autre mère, tu sais, comme de faire, mon enfant s'est fait pipi dessus, tu sais. Ben, c'est gênant parce que c'est tellement pas habituel. Ah, mais c'est vrai, mais tu racontais l'anecdote de... C'est-tu les Hadza? C'est dans quel reportage ou livre tu avais lu que, comme, dans ces tribus-là, il n'y a pas de couche. Fait que là, quand l'enfant fait pipi, je pense que c'est dans le Continuum. Le Continuum, le livre Le Continuum. Oui, que c'est une femme, justement, qui a vécu, habité avec des tribus en Amazon, si je ne me trompe pas, en Amazonie, dans cette grande région-là. Puis que c'est ça que... C'était... Veut pas, il faisait du HMI. Il n'y avait pas de thème pour ça, mais c'était comme dès la naissance, il accompagnait l'enfant à la propreté. Puis quand il y avait des accidents, déjà, il était vraiment plus en nature. Fait que c'était moins comme c'était pas un beau tapis, puis le pipi, il y a le pipi dessus, c'était comme, il faisait du pipi dans la terre ou comme sur du bois. Puis ça faisait rire les gens plus souvent. Ça touchait la mère. Mettons, tu sais que la mère, ça amenait de la rigolade. C'était rigolo, puis tu sais, tout le monde n'est pas comme, il a fait pipi. C'est comme,
c'est connu que ça l'arrive, puis Ouais. c'était comme cocasse un peu, mais que, tu sais, même dans le livre, elle explique que c'est la norme dans Que ça dans l'arrive, l'environnement-là, que dès la naissance, tu fais ça, puis il va y avoir des petits accidents. C'est Ouais. comme si ça vous intéresse, faire du HNI, accompagner votre enfant à la puberté dès la naissance, il va y avoir des accidents. Là. Il va y avoir des accidents qui vont arriver. Mais il faut comprendre que, en tout cas, j'ai l'impression, puis ça peut-être qu'un parent qui opte pour l'approche plus traditionnelle, pas traditionnelle, mais plus conventionnelle du moment, qui est d'attendre 2-3 ans avant d'accompagner à la propreté, ben, il va y avoir des accidents aussi. Là aussi, oui, à c'est ce ça. En fait, moment-là. c'est juste qu'on décale le moment. Exact. Puis, je pense que c'est intéressant aussi de Jean Lidlove dans le continuum, ce qu'elle décrit, c'est que quand le bébé fait pipi, mettons, sur la mère puis qu'elle se fait toucher, c'est pas glorifié. Là. L'enfant se fait pas récompenser d'avoir fait ça, mais ça fait rire les adultes parce que c'est comme. On dirait que c'est drôle. Je sais pas pourquoi le pipi caca dans les cultures, c'est tough de pas en parler avec humour. Là. Ça fait rire les gens, mais c'est pas glorifié. Puis elle parle de d'autres passages dans le livre, à d'autres moments dans le livre, elle parle que ils ont comme, je pense qu'ils dormaient dans des huttes. Là. Je ne me rappelle plus c'est quoi le setup de sommeil, mais il me semble qu'ils ont des huttes. Je ne sais pas c'est quoi l'architecture de ça, mais elle expliquait que si une mère, mettons, est en train de nettoyer la hutte puis que l'enfant fait ses besoins, c'est pas accueilli. Là. C'est pas comme l'enfant fait ses besoins n'importe où, n'importe quand. C'est vraiment ça, c'est un accompagnement où la mère va prendre l'enfant puis le sortir de la hutte pour qu'il comprenne qu'il ne fait pas ses besoins à l'intérieur. Puis même nous, quand il y a un accident qui arrive, souvent on va le mettre sur le petit pot après. Juste pour qu'il puisse faire le lien que ce qui vient de se passer, il y a un endroit pour ça. T'sais. Exactement. Fait que quand j'ai lu ça, j'étais charmée parce que c'est pas. Vivre sans couche, c'est pas la débandade. C'est pas, oh, mon enfant fait ce qu'il veut quand il veut. Non. Incluant dans des habitats, même s'ils sont rudimentaires, là, même si c'est une hutte versus comme une grande maison, comme l'humain, ça veut dire que l'enfant a un instinct de propreté, mais comme l'humain à toute époque a un instinct de propreté. Même, tu sais, quand je disais sur le sommeil, je suis remontée jusqu'à des recherches qui expliquent comment les différents primates vivent. Puis j'étais tombée sur un article fascinant qui expliquait que les chimpanzés, là, comme même eux, quand ils se conçoivent, ils dorment ils se font des fois des nids dans des arbres, puis ils dorment en hauteur. Même eux, dans leur choix de matériaux pour construire leur petit hamac-nid pour dormir, ils choisissent des matériaux qui sont solides, flexibles, puis qui éloignent les insectes. Puis il y a des espèces qui refont le nid à chaque soir, puis ils restent propres. Genre, ils ont analysé le nid, c'est pas comme infesté de saleté. Genre, fait que si je me dis comme que les primates en général sont aptes à rester propres, il faut avoir confiance que l'humain, nous, l'homo sapiens, on est capable, on aspire à ça, c'est comme inné, en fait. Ouais, fait que c'est ça, c'est ça, les défis changent selon l'âge de l'enfant. Là, on est dans un moment où ça fait du bien parce qu'on se sent proche de Marc-Aurèle, on sent qu'on le comprend. Il fait plus de pipi dans le pot qu'à l'extérieur, même si ça arrive encore. C'est un monde de différence. Là, comme il y a un accident peut-être aux 2 jours, mais c'est vraiment pas. Des fois 2-3 par jour, il faut le dire. Ça arrive là, des fois 3 fois dans une journée. Ça arrive que, surtout quand les deux, on essaie de travailler. Exactement. Quand on donne moins d'attention à Marc-Aurèle, ben, tu sais, il y a plus d'accidents. C'est vrai. Parmi les pires scénarios, je pense, c'est quand on s'entête à vouloir être devant nos ordinateurs, les deux en même temps, puis que l'enfant, finalement, comme on est juste plus réceptif. On est déconnecté, déconnecté de l'enfant. Puis encore une fois, c'est pas le HNI, le défi, c'est le fait qu'on n'est pas supposé à être immobile devant des écrans comme humains. C'est juste, le style de même vie. pour nous, c'est comme adultes, c'est pas... Oui, absolument. Comme puis il y a des jours où justement on essaye plus de se connecter à Marc-Aurèle, de s'alterner en termes de travail. Puis là, il peut y avoir 2-3 jours de suite, il y a 0 accident. Oui, ça c'est ça. Plus on est attentif, plus on est proche de Marc-Aurèle, moins il y en a, mais le style de vie moderne en ce moment, puis la nature de ce qu'on fait, c'est comme avec Vivace et tout, ben ça rend ça difficile, mais il faut accepter que c'est pas le bébé le problème, si on veut, c'est comme notre style de vie, puis le bébé nous rappelle c'est quoi être humain, en fait. Oui. Puis, des fois, c'est violent, ces réalisations-là, où de réaliser à quel point notre style de vie, en fait, est problématique. Oui. Je pense vraiment qu'il y a une souffrance en ce moment dans la vie de nouveaux parents qui n'est pas
c'est pas inné, genre c'est pas ça être un nouveau parent. Je pense réellement qu'il y a une souffrance qui vient du fait qu'on est déconnecté de la nature, qu'on est déconnecté d'une vie de clan, qu'on est déconnecté de nos corps. Puis on peut réapprendre à se connecter à son corps, puis on peut vivre ça avec notre enfant. La conscience du corps, que le mouvement, ce soit dans le ressenti, là, pas juste dans des grands mouvements d'amplitude exceptionnels. Tu sais, pour moi, une vie riche en mouvement, c'est les petits mouvements aussi, c'est cette sensibilité-là qu'on peut avoir envers nous-mêmes. Fait que voilà, c'était comme... Notre série, ça se veut un peu exploratoire. On partage sur le vif ce qu'on vit. Ça nous aide à redonner nos idées. Nos perceptions évoluent constamment dans le temps. Je sais que souvent, dans les questions qu'on va recevoir, c'est des questions par rapport à certains scénarios de vie spécifiques, de dire dans quel contexte, comment je suis supposée appliquer ça, X, Y, Z. On n'est pas des... on n'est pas des experts à chenille. Tu sais, on ne l'enseigne pas. Notre première étape, nous, c'est de se dire... On va l'essayer, on va voir si c'est possible, on va partager ce qu'on vit, puis ça va être notre première contribution. Ça nous travaille maintenant d'aller peut-être chercher une formation de plus là-dedans. Oui, pour faire plus de l'accompagnement. Mais en ce moment, on est à l'étape où on veut juste s'exposer, même si ça nous fait sentir excessivement vulnérables, parce qu'on se dit peut-être qu'il y a d'autres parents avec qui ça va résonner, puis qu'on va pouvoir échanger des pratiques, puis se soutenir là-dedans. Je veux aussi dire que, fort probablement, la personne... Si vous nous écoutez, peut-être que vous utilisez des couches parce que votre enfant, en fait, vous en utilisez avant, puis votre enfant est rendu assez vieux, fait que vous n'êtes plus là-dedans, ou peut-être que vous en utilisez en ce moment. Je pense que notre vision, c'est pas que tout doit changer du jour au lendemain. Non. On n'est pas là pour forcer un changement, si on veut. Non, mais juste faire dire c'est possible. Si ça vous intéresse, ça n'a pas besoin d'être parfait, mais sachez qu'on peut constamment apprendre. Puis, tu sais, on va faire un épisode questions-réponses, là, comme on le fait pour la série constamment. Puis, on va se plonger là-dedans, tu sais, de quoi faire dans différents scénarios. Puis, je sais que, par exemple, l'entrée à la garderie, ça peut être vraiment challenge. On n'en a pas parlé, mais nous, ça a été un méga défi aussi, de dire qu'est-ce qu'on fait. Même, je me rappelle qu'il y a le premier épisode, je pense qu'on avait fait, partagé sur les réseaux sociaux, puis il y a une connaissance à moi qui avait dit tu sais, ouais, c'est vrai que c'est impressionnant, on a réussi à le faire, nous aussi, comme d'attraper des pipis, des caca, pratiquement tout, mais à partir du moment où il est entré à la garderie, c'était plus une possibilité, parce que les garderies qui vont faire du hygiénie sont très, très rares, là, je ne sais même pas si ça existe, qui sont prêts à donner plus d'attention à un enfant en particulier, disons, comme c'est plus difficile. Puis lui, il racontait qu'à partir de ce moment-là, ben il avait arrêté de le faire, en fait. Parce que là, si l'enfant passe, je ne sais pas combien d'heures dans une garderie, mais tu sais, ça devient difficile. L'enfant devient mélangé aussi, là, comme, ben là, est-ce que je dois le dire ou je ne dois pas le dire? Fait que j'ai envie. Est-ce que je vais être écouté ou non? Fait que c'est là que ça devient difficile après ça, quand il n'est plus juste dans le cocon des pratiques proximales du foyer de la maison, puis qu'il va à l'extérieur où les parents sont là, puis là, la culture fait en sorte que les pratiques sont pas faites. Puis en tout cas, c'est vraiment complexe comme truc. Ce qui est arrivé dans notre cas, en fait, parce que mon niveau de détresse puis de fatigue était tel que j'ai dit à Vince, là, ça suffit, il faut aller chercher de l'aide. Fait qu'on a cherché, on est sur les listes d'attente pour des CPE ou des garderies, mais je me dis, on va aller entre-temps comme vers les haltes garderies. Puis c'est là que ça me saisit de dire, OK, oui, il va, comme, ce ne sera pas les mêmes soins qu'à la maison. Mais en même temps, un peu, ça s'est comme confirmé que les grands-parents allaient nous aider avec Marc Aurèle. Fait qu'on a décidé finalement de ne pas l'envoyer à la garderie, de le garder, qu'une portion de ses journées, on est comme vraiment chanceux d'avoir l'aide pour le moment de mes parents. Peut-être ta mère, ça s'en vient, mais le reste du temps, nous, on s'occupe, on essaie de travailler de la maison avec un bébé. C'est vraiment difficile. C'est pas si facile. C'est pas facile. Surtout devant des ordinateurs. Surtout devant des ordinateurs, ça fait qu'on travaille moins. On travaille moins qu'avant. On travaille plus dans le sens où dimanche qu'on se lève ou qu'on se couche, on dirait qu'on travaille, mais on s'alterne beaucoup là-dedans parce que on peut pas être les deux à faire quelque chose devant notre ordinateur. Fait qu'on se lance la balle, puis c'est ça. Puis c'est vrai que c'est épuisant. C'est vraiment difficile. On dirait qu'entre comme la proximité avec Marc Aurèle pour le moment, on a priorisé ça, puis je pense que ça vient aussi du fait que toi, tu as dit, Marc-Claude, je vais m'en occuper. Comme, il y a des moments de la journée où, mettons, maintenant, c'est notre routine, là. Toi, tu t'en occupes, puis moi, je vais
j'ai comme besoin pour rester saine d'esprit de moments où je suis juste dans ma bulle en silence. Là. Puis avec un enfant, ben c'est l'inverse. Fait que, mais toi, tu arrives bien à conjuguer ce chaos-là où quand il fait sa sieste, tu t'en mets à travailler. Moi, on dirait, pour certaines tâches créatives, je peux pas être constamment interrompue. Ça me manquait. Ben oui. Puis on a pris la décision familiale de dire, OK, que toi, t'allais aider. Ben, c'est pas de l'aide, là. T'es pas un babysitter, là. T'es comme t'es le père. Mais t'as dit que je vais comme prendre ça de mon bord. Fait qu'on a configuré ça de cette façon-là, tu sais. Mais pendant une couple de mois, il y avait une souffrance de dire que, oh my God, je me sens tellement seule, quel service peut, tu sais, de découvrir quel service, quelle algorithme peut fonctionner, de faire les périodes d'initiation. Fait que je comprends que c'est vraiment un grand défi de dire, c'est une chose, ce qu'on applique à la maison, mais qu'est-ce qui arrive quand on sort de la maison? Je le comprends. Nous, le scénario, des fois encore, j'aimerais ça, avoir une garderie qui applique tout ce qu'on fait, puis que c'est comme une extension de la maison, puis qu'on n'a pas à réfléchir. Pour nous, c'est pas le cas en ce moment. Fait que je sens qu'on coupe dans nos heures de travail un peu. Il y a des loisirs que j'ai pu... Tu sais, il y a des loisirs que j'ai de la misère, que j'avais avant, qu'il y a des pratiques que j'ai de la misère à ramener dans le yoga. Fait que, c'est des choix. Ça amène des choix, des fois difficiles. Puis à ce moment-là, il faut se poser la question de pourquoi je fais les choses. Exactement. Fait que, tu sais, je me dis, le moment où je vais la porter à la garderie, mettons, tu sais, je sais pas si ça va se représenter parce que ça se peut qu'on aille visiter mes sœurs dans l'Ouest canadien. Si jamais on sent qu'on veut un soutien supplémentaire parce que là, les grands-parents ne seront pas là, tu sais, je me dis, ben on va essayer de continuer nos pratiques le soir puis la fin de semaine. Tu sais, on va essayer de trouver des façons de ne pas abandonner complètement. C'est ça. Fait que, écoutez, on est toujours en train d'apprendre. Tout le temps. Il y a beaucoup d'inconnus, comme on disait, surtout pour le HNI, cette pratique-là, ben il y a personne qu'on connaît qui le fait. Tu sais, on entend des bribes ou on voit des histoires sur Internet, mais tu sais, c'est très loin. Fait que c'est la pratique où on apprend constamment. Puis tout est nouveau, puis tout est challengeant tout le temps. Surtout culturellement, en ce moment, c'est vraiment out there. Fait que, mais ce qu'on veut, c'est au moins partager ce qu'on apprend en cours de route, les défis, puis le stade où on en est. Puis c'est ce qu'on voulait faire au moins avec cet épisode-là. Yes. Puis, rappeler que c'est une pratique ancestrale et non pas une pratique alternative marginale. Comme c'est marginal en ce moment, mais c'est pas une pratique alternative. C'est ancestral et on l'a juste collectivement presque. L'humain a fait ça pendant des centaines de millions d'années jusqu'à très récemment. La méthode émergente de gérer ça, c'est les couches. C'est les couches industrielles en permanence de la naissance à 3 ans. C'est ça qui est nouveau pour l'humain. Fait que nous, ce qui nous guide, c'est d'apprendre et de le transmettre. Puis si vous êtes là-dedans aussi, puis vous avez envie de juste vous sentir moins seul, écrivez-nous. Vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes pas tout seul. Écrivez-nous, puis on va tous s'entraider. Ouais. Rendez-vous sur Instagram si vous avez envie d'interagir, de jaser. On pose tous les jours. Des fois, on pose des questions, on fait des posts sur différents sujets. On répond aux messages en privé aussi, à tous les messages. Fait que n'hésitez pas. On est là. Rendez-vous sur Instagram, vivace.maison. Abonnez-vous au podcast pour les prochains épisodes. vivace.maison/podcast.